Bonjour, ça fait quelques jours que je n'ai pas enregistré une leçon, donc on va commencer ou continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder le concept de spin. Bon, donc il n'y a pas vraiment une bonne traduction de ça, et j'ai lu plusieurs papiers en français qui utilisent le mot spin, donc on va utiliser ce mot. C'est quoi le spin? C'est un moment angulaire. C'est un mot que peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas, c'est pas si important que ça. Ça veut dire que on les additionne d'une manière en particulier. Et on pourra dire, ça vient, ou on peut raisonner que c'est comme si l'électron faisait un tour comme ça autour d'un axe, comme il propageait d'une manière circulaire dans l'axe des Z, par exemple. Ce n'est pas exactement le cas. C'est pas tout à fait correct, disons. Pourquoi? Parce que si l'électron circulait autour d'un axe comme ça, la vitesse du spin devrait être plus que la vitesse de la lumière. Donc, pas. Ok, donc, ce n'est pas exactement correct, mais l'électron agit comme c'était le cas. Bon, donc je pense que c'est un concept que, même si vous ne savez pas les mots, vous êtes assez familier. Mais en tout cas, l'idée vient d'une hypothèse de Pauli. Et là, je sais la traduction en anglais, mais l'idée il y a une variable non classique avec deux valeurs possibles. Bon, et je vous dis maintenant, parce qu'on va oublier peut-être, les valeurs possibles sont plus h bar sur 2 ou moins h bar sur 2. Pourquoi? Parce que la différence est un nombre entier. Un nombre entier fois h bar, et donc la différence est de h bar. Et dans nos unités atomiques, on a que h bar est égal à 1. Donc les deux valeurs possibles sont plus ou moins 1,5. Et donc la différence est 1. Bon, donc ça c'est l'énoncé, disons, théorique. Ça vient d'une une expérience assez fameuse de Stern et Gerlach. Je m'excuse si je ne prononce pas bien ou j'appelle pas bien. Là, on a un atome d'argent. Puis, pourquoi argent? Parce que, en principe, comme chimiste, on sait la configuration électronique qui est D10, puis S1. Donc, c'est vraiment le S1 qui est important. Il agit comme un électron indépendant, même si ce n'est pas exactement le cas. Mais il y a un grand écart entre le niveau D et le niveau S. Donc, l'atome d'argent, on dira, est un électron indépendant. Ce qui est un énoncé un peu bizarre. Donc, on passe notre atome d'argent par un champ magnétique qu'on va, disons comme ça. On ne prendra pas trop de temps sur les champs magnétiques, c'est pas vraiment le point du cours.
Et bien entendu, on a un champ magnétique qui va de cette façon. Donc, c'est circulaire, mais on va oublier ça. Bon, donc on passe l'atome d'argent par un champ magnétique, puis on voit une séparation en deux choses, puis on a un détecteur ici, puis on voit des atomes ici, puis des atomes ici. Et l'observation, c'est l'énoncé de Pauli, et qu'il y a une variable non classique avec deux variables possibles, deux valeurs possibles. Donc, soit plus 1,5 ou soit moins 1,5. Donc, aligné avec ou contre le champ magnétique. Donc, dirons que plus 1,5 est aligné avec le champ magnétique et moins 1,5 c'est contre le champ magnétique. Bon, donc, on appelle ça SZ et c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Donc, une variable mesurable est en accord. Désolé, je reçois plusieurs courriels en même temps. Donc, on a une variable mesurable. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau quantique? Ça veut dire qu'il y a une opération hermitienne qui correspond avec, et cette opération s'appelle SZ. Donc, ça s'accorde un peu avec LZ. Pourquoi? Parce que le comportement des LZ sont les mêmes que les SZ en addition, etc. Bon, donc, si on mesure SZ, on voit une séparation en deux valeurs possibles. Et on dit quels sont les vecteurs propres de Z. Donc, il y a deux vecteurs propres. On a un vecteur alpha défini par SZ agissant sur alpha, c'est égal à plus 1,5 fois alpha. Donc, alpha est un vecteur propre de Z avec projection plus 1,5. Puis l'autre s'appelle bêta. Et SZ agissant sur bêta nous donne moins 1,5 agissant sur bêta. Bon, donc, d'habitude, on dit que alpha, c'est aligné avec le champ, puis bêta, c'est contre le champ, avec valeur propre plus ou moins 1,5. Bon, donc, c'est pas mal ça la définition. Au lieu de SZ, on peut, on est toujours capable, mesurer SX et SY. Donc, si on prend notre argent, encore une fois, mais on prend comme un champ magnétique dans le plan, ou dans une direction différente, c'est un peu... Donc, ici, on a mesuré SZ. Ici, on va mesurer, disons, SX. Et je vais essayer de faire ça. On va avoir une séparation comme ça. Puis, encore une fois, moins 1,5 et plus 1,5. Mais dans le plan I. Donc, pour SZ, on a séparé les valeurs propres de SZ. Ici, on sépare les valeurs propres de SX. Si on continue, puis on passe... Donc, je vais essayer de dessiner ça. Je ne suis pas
une artiste, donc si on commence avec notre argent, puis on sépare basé sur S, on va commencer avec, ah oui, SX, ça va séparer en deux. Et si ensuite on mesure SZ des deux composants, tous les deux vont séparer en deux encore. OK. C'est tout dans le même plan sur le papier. En réalité, c'est en 3D, puis il faut orienter les champs de la bonne façon. Le message, c'est ici, on sépare les argent plus en vecteur propre de SX. Je ne vais pas écrire les vecteurs propres de SX parce qu'ils ne servent à rien, on ne les utilise jamais. Puis ici, on sépare les AG OK, jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué. Le fait qui est bizarre, qui est non classique, est que ici, les vecteurs propres. Sorry, I couldn't find radio clock in your music. Désolé, c'est assez récent que j'ai acheté mon iPhone, donc Siri n'est pas bien entraîné. Ici, les vecteurs propres de SX sont mélangés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a... pas là, pardon. Ici, on a fait une séparation des vecteurs propres de X. Mais ici, on a détruit cette séparation. Donc, dans tous les quatre lignes, on va avoir des mélanges des vecteurs propres de SX. Donc, pourquoi au niveau quantique est-ce qu'on a ça? C'est à cause que SX et SZ ne commutent pas. Donc, on ne peut pas les mesurer en même temps. Donc, il faut faire un choix. Soit on les sépare en X ou soit on les sépare en Z. Si on fait un choix et on essaie de mesurer encore, on va détruire le choix qu'on a fait. OK, ça sera peut-être plus clair si on fait une étape de plus. Donc, on commence avec AG, qui sont des électrons indépendants, en guillemets sarcastiques. On les sépare basés sur Z. Donc, on a un plus 1,5 puis un moins 1,5. Ensuite, on les sépare en SX. Donc là, on va avoir des vecteurs propres de SX. Si on fait une deuxième mesure avec SZ, on va avoir encore une séparation des choses. Et c'est là l'effet bizarre. Donc, si les vecteurs propres de SZ étaient... OK. Ici, on a séparé les vecteurs propres de Z. S'ils restaient séparés, il n'y aura pas de séparation ici parce qu'on les a déjà séparés. Mais à cause que SX et SZ ne commutent pas, la mesure de SX va mélanger les vecteurs propres de Z. Donc ça, c'est un effet qui n'est pas classique, mais qui est un effet quantique. Donc il faut mesurer. Il y a deux valeurs propres de SZ possibles, puis on utilise SZ. Pourquoi Z? Des raisons historiques. La raison en particulier, c'est qu'en coordonnées cartésiennes, en coordonnées sphériques, la dépendance sur Z, c'est le plus simple. Et
c'est pour cette raison qu'on utilise SZ. Donc, on utilise SZ pour le spin. C'est un choix arbitraire. On pourra utiliser soit SX ou soit SY au lieu de SZ. Bon, donc, comme LZ, il y avait une autre chose qui s'appelle L au carré et il commutait. Donc, on pourra diagonaliser. On ne va pas utiliser ce mot, c'est le mot que j'aime. On pourra mesurer, disons, LZ et L au carré en même temps. Bon, donc, il y a aussi une chose qui s'appelle SZ, pardon, S au carré, et je vous dis, on ne le regardera pas plus que ça. S au carré commute avec SZ, donc on peut mesurer. J'essaie vraiment d'être consistant ici, cohérent, disons. On peut mesurer S au carré et SZ en même temps. OK, là, on n'utilise pas S au carré. Il y a une bonne raison pour ça que je vous dis directement. Les valeurs de SZ donnent plus ou moins 1 demi. Et donc, S au carré donne une valeur de 3 sur 4 qui est S fois S plus 1. Donc, ça, c'est S. Ou, pardon, ça, c'est M sub S. Donc, une projection qui est soit plus ou moins 1 demi. Pour tous les deux, on a que S est égal à 1 demi. Donc, S, c'est toujours la même chose. Donc, S fois S plus 1, c'est toujours 3 sur 4. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on l'oublie. Parce que pour un électron, c'est toujours 3 sur 4. Bon. OK. Là, on retournera à l'atome d'hydrogène. Pourquoi l'atome d'hydrogène? Parce que c'est un système avec un électron, donc tout est bien défini. Là, on a H, C, c'est égal à E fois C. Puis on peut résoudre exactement pour C puis E. Puis, vous avez vu, moi je ne l'ai pas vu avec vous, mais vous avez vu qu'il y a 3 chiffres et là, nombre quantique, chiffre quantique, des nombres entiers qui caractérisent l'état. Il y a un qui vient de H, qui est le nombre principal. OK, là, je connais vraiment les noms en anglais, donc s'ils ne sont pas exactement en français, nombre principal. Puis ensuite, de L au carré, on a L. Puis on peut dire, c'est L minuscule. C'est moment angulaire. Puis de LZ, on a M sub L qui est la projection. Puis je vous dis que S au carré donne S, qui est toujours la même chose, donc on l'oublie. Puis on a un SZ qui vous donne une M sub S, qui est la projection du spin.
ou si on veut dire une phrase complète, projection du moment angulaire du spin. Bon, donc, on ne regarderait pas en trop ça. Mais il y a une conséquence, il y a un énoncé qui est vraiment important, c'est le principe de Pauli. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 nombres quantiques différents. Deux électrons ne peuvent pas avoir les mêmes 4 chiffres quantiques. OK, on regardera les conséquences de ça la prochaine fois. Mais on va finir cette leçon rapidement. Donc, en regardant l'hamiltonien pour un système avec un électron, les états propres, qui sont les fonctions d'onde, d'un hamiltonien sont des fonctions à un électron qu'on appelle des orbitales. Donc, les fonctions propres d'un hamiltonien à un électron sont des orbitales. OK, là, c'est une définition importante parce que je ne suis pas content de ça, mais tout ou pratiquement tous les arguments en chimie sont basés sur les orbitales. Donc, il faut savoir c'est quoi un orbital. C'est une fonction qui peut contenir un et un souligné électron. Donc, un orbital est défini par n, l, m sub l, puis m sub s. Donc, un orbital peut contenir un électron, puis pour chaque orbital, il y a toujours un qui l'accompagne avec l'autre valeur de m sub s. Et à cause du principe de Pauli, qui nous dit que deux électrons ne peuvent pas avoir les mêmes 4 chiffres quantiques, on va utiliser les orbitales pour construire des fonctions d'onde à n électrons. Bon, donc ça c'est la fin de ce que je voulais dire sur le spin. La prochaine fois, on va construire des fonctions d'onde pour n électrons. Ce ne seront pas les fonctions d'onde exactes, et la raison pour laquelle est assez facile à voir. Bon, donc le problème, c'est que l'hamiltonien pour plusieurs électrons, ce qu'on a vu anciennement, l'hamiltonien de Born-Oppenheimer, et on a écrit le Born-Oppenheimer en parenthèse parce que je ne l'écrirai pas à chaque fois, ne commute pas avec Sz pour chaque orbital, donc ce n'est pas égal à 0. Elle ne commute pas avec Lz pour chaque électron, ou avec L au carré, donc on ne peut pas utiliser directement les orbitales. Et c'est pour ça que ça devient compliqué. Bon, donc à la prochaine.